Salut tout le monde, bienvenue au podcast La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders des transformations d'entreprise. Aujourd'hui, en collaboration avec le programme CIPEM de Prom, on reçoit des invités incroyables. Le CIPEM permet la réalisation de cahiers de charges technologiques, soit une analyse d'affaires qui priorise les projets de développement de technologie sur mesure. Il permet aussi le financement de réalisation de projets technologiques sur mesure, ceci dans l'objectif d'améliorer la productivité. Ce programme s'adresse à toutes les entreprises manufacturières couvrant la chaîne d'approvisionnement. C'est parti pour un autre épisode de La Chaise Bleue en compagnie d'Alain Marchildon de Efficio. Alain, merci d'être venu avec nous aujourd'hui. On est en co-animation avec Ghislain Nadeau de Prom aussi qui est avec nous aujourd'hui. Alain, au lieu que moi, je prenne le temps de t'intégrer, ça fait au-dessus de 30 ans, je pense qu'on te voit dans l'écosystème au Québec de la transformation numérique et même IT. Même l'autre fois, tu m'expliquais que tu as même changé des cassettes, pas des cassettes, mais des films pour les radios et tout. Là. Mais je te laisse te présenter. Tu ne rajeunis pas. Non, mais en même temps, je pense que c'est tout à ton honneur, là, Alain. Prends donc peut-être un petit peu de temps de te présenter, puis après, on parlera de ton organisation. Mais là, parle-nous de toi un petit peu avant. Alain Marchildon, donc cofondateur d'Efficio. J'ai lancé Efficio il y a une dizaine d'années, mais mon expérience IT date de plus de 30 ans, effectivement. Donc, commencé par la programmation, analyse d'affaires, chef de projet. J'ai bourlingué, comme on dit. Puis, il y a 10 ans, donc, on a lancé Efficio dans un objectif d'aider les entreprises à s'automatiser, à s'informatiser. On avait vu le retard assez pitoyable des entreprises québécoises, puis pour nous, c'était important de dire on va aider les entreprises d'ici à s'informatiser. Donc, avec un groupe de CIO, ça a commencé petit. Aujourd'hui, on est une vingtaine de CIO. Un CIO, Chief Information Officer, donc c'est un agent de transformation numérique. Puis pour nous, c'était le rôle idéal pour aider les dirigeants à anticiper ce qu'il fallait faire pour une transformation numérique, donc en commençant par un plan stratégique, plan numérique, et après ça, identifier les chantiers de transformation, puis d'aider les entreprises à se transformer par des chantiers qui sont priorisés, puis qui ont des pistes de gains réelles. Donc, c'est un peu la mission d'Efficio. Ça veut dire que la chaise bleue, aujourd'hui, sans qu'on te donne un guide ou la Bible de la chaise bleue, tu peux la chausser ou même, comment on dit ça, s'asseoir dessus? Hein? On est confortable. On ne dit pas la chausser, là, mais on est confortable. C'est pas nouveau pour toi. S'établir ou l'utiliser ou la mettre en force. Ouais, la mettre en force. Alain, j'aimerais ça t'entendre, avant même qu'on se lance dans tous les sujets en lien avec les programmes du CIPEM, du Prom, c'est quoi les enjeux tu vois principalement dans l'industrie manufacturière au Québec présentement, là, face à je ne vais pas juste parler de transformation numérique, mais face à cette transformation-là de l'industrie. Là, En fait, il y a un enjeu majeur. Je pense que les différents ministères fédéraux et provinciaux l'ont bien vu. Il y a un rattrapage numérique à faire, ça c'est clair. Ce qui est positif, c'est qu'on voit ce rattrapage-là. Moi, j'ai vu une augmentation de maturité numérique depuis les dernières années quand même s'il y a encore du chemin à faire. Fait que ça, c'est peut-être un enjeu plus fondamental par rapport à l'industrie manufacturière, principalement. Mais après ça, il y a des enjeux business. Il y a des enjeux d'intégration, il y a des enjeux de fusion et acquisition. Et tous ces enjeux-là ont des impacts au niveau des systèmes d'information. Si on pense aux fusions-acquisitions, il y a des domaines d'industrie où il y a beaucoup de consolidation. Mais quand on fait une acquisition, il faut vérifier quelles sont les capacités cibles que je vais acquérir, quelles sont les capacités actuelles que j'ai, comment mes systèmes d'information supportent ça, puis quel est mon état cible de mes capacités d'affaires fusionnées, puis comment mes systèmes vont interagir avec l'acquisition que je fais ou comment je les intègre. Donc, ça fait partie des planifications stratégiques numériques. Il y a d'autres enjeux au niveau supply chain, au niveau, on va voir du côté supply chain plein d'initiatives en termes de demand and supply integration, donc l'intégration de la demande et comment des systèmes peuvent nous aider à devenir plus smart dans notre façon de faire nos approvisionnements. Il y a de l'IA qui s'installe dans ces systèmes-là, il y a du blockchain, il y a un ensemble de technologies qu'on peut aller chercher qui viennent aider à la numérisation de ces processus-là. Puis, je inverse la question. Là. Qu'est-ce que, d'abord, qu'est-ce qui a changé ou positivement là, dans les derniers temps, peut-être pour les entreprises manufacturières? Je serais curieux de... Il y a une démocratisation de la technologie.
Donc, d'une part, il y a des technologies qui sont de plus en plus abordables. Si on pense, par exemple, au robot collaboratif, à l'intelligence artificielle, donc il y a plein de nouvelles technologies qui sont abordables. Il faut être capable de bien les intégrer dans notre organisation, donc question de formation, etc. Mais donc, je pense que c'est assez positif sur ce volet-là. Puis, c'est sûr qu'il faut que ce soit bien géré, bien planifié. Mais je vois un vent positif par rapport à cette démocratisation des technologies. Je fais une question, le dernier invité qu'on a eu, on a eu François Blackburn la semaine passée, là, il nous parlait, lui, que depuis la pandémie, ça a comme donné un électrochoc. Moi, j'ai d'autres façons d'interpréter aussi, mais je serais curieux de t'entendre depuis, avant la pandémie, il y a eu la pandémie, après la pandémie, tu vois ça comme juste des changements positifs ou tu vois ça comme peut-être un... Au niveau technologique, Ouais. moi, je vois ça positif parce que c'est sûr que la pandémie a accéléré plein de choses. Il y avait beaucoup d'entreprises qui, d'un point de vue d'infrastructure, d'un point de vue du cloud, donc le télétravail est une belle démonstration. Ces entreprises-là étaient en retard et là, ça les a forcés à se mettre à niveau, au moins d'un point de vue infrastructure. C'est sûr que dans l'implantation de ces infrastructures-là, on découvre que peut-être que mes systèmes sont, en termes d'interopérabilité, on a déployé des choses rapidement, c'est correct, mais là, il y a de l'interopérabilité qui doit s'installer. Donc, on a vu des entreprises qui ont fait des acquisitions de logiciels, mais là, ça ne parle pas à un autre système. Donc, il y a du développement à faire pour faire l'interopérabilité entre ces différents systèmes-là. Donc, c'est ce qu'on va voir, je pense, de plus en plus. Puis je vais en profiter pendant que Ghislain aussi est un peu l'initiateur de toute cette belle rencontre aujourd'hui. Tu sais, comment une organisation comme Prom, CIPEM, qui ont des super beaux programmes présentement qui ont été lancés sur le marché dans la dernière année, peuvent contribuer aux clients, exemple d'une entreprise comme Efficio, qui cherche souvent, en fait, vous placez un CEO on demand, ça veut dire, en fait, vous mettez en place la fonction transformation au sens large. C'est numérique, mais c'est de l'humain aussi. Là, c'est de la gestion, c'est du budget, c'est tout ça. Mais comment les programmes de Prom et CIPEM peuvent venir créer un levier là, fonctionnel là, dans cette collaboration-là? Je serais curieux de t'entendre. Bien, l'équipe d'Alain, le premier défi qu'on a eu quand on a lancé ce programme-là, c'est, oui, il y avait des audits puis il y avait des plans de transformation qui ont illustré des gains de productivité potentiels au niveau des processus. Quand je dis toujours, moi, les gens ont 14 processus comme analyse d'affaires, puis après d'avoir fait le travail, on se réalise qu'il y en a un, puis le reste, c'est on gère les exceptions. C'est plus simple. Après ça, on va aller dans des technologies, mais on pense souvent que la technologie, puis on a mis des logiciels rapidement. Et là, le cahier de charge technologie dont le premier défi que j'avais, c'est de trouver une équipe indépendante, neutre, qui allait être capable de conseiller les entreprises puis de dire, ben, OK, j'ai un pro logiciel que j'ai acquis, puis j'ai de l'interopérabilité à faire. C'est quoi l'incertitude technologique? C'est quel genre de partenaire technologique j'ai besoin pour réaliser ça dans une technologie qui va être pérenne aussi? Parce qu'on ne veut pas avoir une obsolescence à court terme. Que ça va coûter combien? C'est quoi les flux de données, les cas d'usage, les aspects de cyber-résilience? Parce que si on crée de la donnée opérationnelle ou logicielle, on a-tu des gens en place pour gérer ça? Donc, le cahier de charge technologique va aider à l'entreprise à prendre une décision puis mesurer aussi sur les gains à faire, donc chiffre d'affaires, profitabilité, mais c'est aussi sur les postes non comblés, parce que la technologie peut remplacer des postes qu'on n'est pas capable de combler parce que c'est des postes à non-valeur ajoutée. Donc, ça peut être des enjeux d'arrêt de production qui est provoqué parce qu'on a mal fait des préventions de maintenance, etc. Donc, il existe des solutions. Donc, le cahier de charge va servir à ça. Puis Alain, c'est un des conseillers là, qui est dans la liste des gens qu'une fois qu'ils sont adressés à nos programmes, on dit, vous avez cette maturité-là, vous êtes prêts. Bien là, on peut référer à l'entreprise va sélectionner un des experts. C'est sûr que manufacturier, le minier, manufacturier du bois, du métal, de l'agroalimentaire, de la mécanique, il y a plusieurs secteurs, mais on a été capable d'aller chercher des gens dans les différents secteurs, puis les différents enjeux, parce qu'on parle d'enjeux d'interopérabilité, on parle d'enjeux de captation puis de validation de données. On a plein de données, mais qu'est-ce qu'on en fait? Sont toutes bonnes? Puis finalement, des fois, tu le vois dans ta pratique, là, des fois, les gens ont déjà des bons systèmes qui ont été mis en place dans les dernières années. C'est peut-être d'ajouter des fonctionnalités. Fait que ça, le CIPEM va répondre à ça par la suite avec une aide financière, mais le cahier de charge va leur permettre de savoir combien ça coûte, c'est quoi les enjeux, quel genre de contracteur ou de partenaire je peux faire, puis après ça, de prendre un go, non-go. Y a-t-il un retour ou pas? Puis moi, je vais te lancer une question, Alain. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise a le déclic de faire appel à tes services?
On parle de transformation, mais c'est quoi les éléments déclencheurs? Ou quand tu rentres dans une entreprise, quels sont les éléments que tu remarques où il y a des pistes à travailler? Souvent, on va nous impliquer quand les dirigeants ne savent pas par où commencer. OK. Donc, la réponse assez rapide à ça, c'est le plan numérique. Hein. C'est une offre qu'on fait depuis longtemps, qui est assez connue aujourd'hui grâce au programme d'audit 4.0 ou au programme canadien d'action numérique. Donc, ça a démocratisé la connaissance de « Ah, ça me prend un plan numérique ». Un plan numérique, il doit être bien appuyé en termes de est-ce qu'il supporte bien mon plan stratégique. Donc, ça, c'est le volet de la planification. Mais un autre élément aussi, c'est en termes de gestion du coût des technologies. Il y a des dirigeants qui viennent nous voir pour dire est-ce que je paye trop cher pour mes technologies? Donc, la notion du total cost of ownership, le coût total d'acquisition de mes différents systèmes, est-ce que j'ai des dettes technologiques? J'ai l'impression que j'en ai pas pour mon argent. Donc, ça, c'est un autre volet où on va venir accompagner. C'est sûr qu'on va regarder les meilleures pratiques en termes de gestion des TI. Pas juste les infrastructures, mais aussi la gestion des processus internes, processus de développement. Hein. Donc, est-ce qu'on a les meilleures pratiques en termes de processus de développement, des environnements de développement, les tests, la sécurité? Donc, ce sont d'autres éléments. C'est sûr que la sécurité aussi est un élément qui a été très populaire dans les 2-3 dernières années. Oui. Aujourd'hui, c'est plus stabilisé, c'est plus mature. Donc, tout ce qui est audit cybersécurité, plan de mettre en place un programme de sécurité complet. Donc, c'est pas mal je pense, les hot buttons là, que les dirigeants ont. Tu as mentionné les programmes, pour ne pas les nommer ou les nommer, là, le programme SR, là, qui est des outils 4.0 avec des accompagnements, là, dont l'ADRIC, dont tu fais partie aussi, ou le PECAN, le programme canadien, qui sont en pause pour l'instant ou en restructuration. C'est sûr qu'on est en fin d'année financière, gouvernementale, puis c'est des plans triennales qui sont en fin aussi. Là. On va voir ce qui va se passer. Combien des gens qui ont réalisé t'accompagner là-dedans, là, ils sont passés à l'action? Parce que ça, c'est un autre enjeu. Là. Il y a beaucoup de. Les données, on a quand même beaucoup d'entreprises. Quand je dis, on le voit, là, la Fédération canadienne indépendante a mesuré qu'on était à 2 milliards de commandes non livrées. On est en 2002, là, on est rendu à 8. Puis pourtant, il y a des investissements. C'est-tu parce qu'il y a des entreprises qui sont encore sur le break? Oui, on voit malheureusement trop souvent des entreprises qui vont faire un beau plan. Ils ont été chercher une subvention, puis ça va sur une tablette. Je crois qu'il y a 2 enjeux majeurs, surtout pour les entrepreneurs, donc des entreprises en bas de 100 millions de chiffre d'affaires, donc auxquels ce programme-là s'adresse, c'est qu'ils sont trop occupés à éteindre des feux. Donc, pendant qu'ils éteignent des feux, ils ne pensent pas à mettre en place des programmes et de mettre en place des chantiers de transformation. Donc, oui, ils ont un beau plan, mais ils n'ont pas le temps de l'adresser. Donc, je pense que pour ces entreprises-là, le volet de la culture d'exécution est manquante. Et puis, c'est manquant pour beaucoup d'entreprises. Une culture d'exécution, c'est du leadership, mais c'est aussi une façon de s'organiser en termes d'objectifs stratégiques, objectifs opérationnels. Donc, il faut les définir, il faut les suivre. Donc, avec des techniques comme les OKR, Objective and Key Results, qui sont des techniques pour mettre en place des objectifs et les suivre. Mais aussi, d'un point de vue projet informatique, un bureau de projet, c'est une bonne façon d'exécuter, donc de structurer des projets, un ensemble de projets, les prioriser, puis de s'assurer qu'on a des suivis réguliers sur chacun des chantiers qu'on décide de lancer. Donc, la culture d'exécution joue un rôle majeur là-dedans. OK. Puis là, surtout quand on sait que le portrait canadien ou québécois des entreprises, là, 80-85%, c'est du 50-25 employés. C'est dur d'avoir un chargé de projet. Là, on parle de la chaise bleue, là, de mettre quelqu'un dans cette chaise-là qui va piloter un secteur opérationnel ou un secteur technologique dans l'entreprise. C'est quoi? Tu interviens comment à ce niveau-là, toi, avec ton expertise? Puis qu'est-ce que tu vois pour aider ces entreprises-là à réaliser ça? Bon, on connaît la chaise bleue, ce qu'elle fait. De ton côté, qu'est-ce que tu vois dans le marché? En fait, ça revient au leadership et y croire. Si on n'a pas un dirigeant qui croit à ce chantier de transformation-là, il ne priorisera pas ou il ne mettra pas en place ce qu'il faut. Quand on a un dirigeant qui est visionnaire, qui y croit et qui communique bien l'intention du changement, il va mettre en place les procédures, les processus qu'il faut. Donc, un bureau de projet ou des objectifs, puis on va les suivre, puis on va atteindre les
les objectifs ou les pistes de gain qu'on a identifiées dans le chantier de transformation. Toi, Benoît, qu'est-ce que tu vois de ton côté? Ben, moi, d'un, je trouve ça intéressant parce que, puis je vais juste faire le comparatif. Tu parlais de la chaise bleue. Nous, on ne remplace jamais un joueur dans une organisation. Puis c'est ça qui est intéressant parce que il faut que quelqu'un s'assoie dans la chaise bleue. Puis nous, on ne fournit pas cette ressource-là, ce que CEO en demande peut fournir. Moi, ce que je considère présentement, là, que je trouve qui est très négligé, c'est que les gens, il faut que tu gères chaque initiative comme un projet, puis ça, Alain l'a super bien mentionné, puis on a eu la chance de jaser l'autre fois. Je vais essayer de pas rentrer dans la discussion parce que c'était vraiment pertinent, mais je pense que l'enjeu, c'est que les gens, souvent, ils gèrent la stratégie comme un projet. On fait une planification stratégique, on fait un plan technologique, puis après ça, ben, c'est un autre projet, mais en réalité, à partir du moment que tu commences à aligner la stratégie, ces processus, je fais encore un lien avec ce que tu disais tantôt, pas les processus, mais le processus qui n'est pas l'exception, que tu veux réduire la dépendance. Mais, en fait, c'est une transformation, fait qu'il ne devrait pas avoir de fin. Il y a des fins d'initiative, il y a des fins on va dire, d'itération. À un moment donné, tu as fini, puis on passe à d'autres choses. Puis c'est sûr que la posture que le CEO on demande va jouer dans l'organisation, ben, c'est une posture pour moi qui est long terme. Il faut qu'elle reste là un jour, peut-être qu'elle va être remplacée par une ressource à l'interne dans le futur. Mais la réalité, c'est que souvent, personne n'est responsable. Puis c'est un jeu qu'on fait, ces temps-ci, on amène la chaise chez les clients, puis on la met à table. On dit qui va s'asseoir dans la chaise. Puis là, même le CTO, là, dans des super grosses comme des petites organisations, mais admettons, je me compare à une grosse, il ne s'assit même pas dedans. Il ne prend pas la charge de se dire, ben c'est moi. OK, mais à quelque part, tu n'as pas besoin d'être un expert en technologie. Il faut que tu comprennes les outils, les go, no-go. Puis moi, je vois le CEO comme on demande comme réduire le risque dans les organisations qui doivent bouger, mais qui ont encore un peu le sentiment d'imposteur. Ils n'ont pas les ressources appliquées. Puis l'autre avantage, c'est que demain matin, si je dois faire un cahier de charge sur des tendances, exemple comme l'IoT ou les objets connectés, là, pour les gens qui connaissent moins les termes, ou mettons l'intelligence artificielle ou des sélections numériques, bien, le bagage de la personne qui est assise chez le client est capable de construire le cahier de charge, de l'aider à au moins décoller sans créer une dette technologique comme jour 1. Puis souvent, quand tu mets quelqu'un dans la chaise qui n'a pas cette expérience-là ou l'encadrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder le voisin, puis le voisin marche de même, puis il va manquer de profondeur. Puis je pense que l'organisation, d'aller chercher des profondeurs, puis là, je parle pas juste d'Alain, je parle des autres joueurs. Il y a le GFAB qui était là la semaine passée, et il y a d'autres joueurs la semaine prochaine qui viennent, mais c'est l'ensemble des gens, l'ensemble des cerveaux qui fait qu'on arrive souvent avec au moins réduire le risque. C'est pas toujours parfait. Là. Puis je pense que ce que vous avez amené dans le marché avec le cahier de charge, avec l'entre-deux qu'on va parler un peu plus tard, je pense que c'est une belle solution qui vient compléter ce qui manquait dans le marché en ce moment. Alain, là, vous parlez de la chaise, puis le CEO on demande. Question, si l'entreprise, parce que dans le fond, vous accompagnez l'entreprise, mais ça prend des gens dans l'entreprise, même si vous prenez la POC, là, on parle bon, il y a 10 secteurs opérationnels dans l'entreprise, grosso modo. Si on n'a pas un des joueurs, souvent, on parle de cybersécurité, là, c'est un programme que j'ai travaillé chez Prompt qui était là, puis je disais aux gens, vous avez un comité de santé et sécurité au travail? C'est une personne ou c'est une personne par département? Est-ce que tu penses que c'est la même approche au niveau de la technologie? Effectivement, je pense que le CIO ou le chef de la transformation numérique a un rôle de facilitateur dans l'organisation. Mais dans l'organisation, il y a des processors, les propriétaires de processus dans chacun des groupes. Et lorsque j'ai un chantier de transformation qui touche un processus majeur, ben, le champion du processus doit être le propriétaire, le sponsor de l'initiative. Donc, en termes de communiquer l'intention de changement, pourquoi on le fait, c'est pas au CIO à le faire, c'est au propriétaire du processus, puis de vraiment structurer son chantier, d'amener toute son équipe en termes de leadership. Puis oui, le CIO ou les gens des technologies vont être là en accompagnement, mais il ne faut pas oublier, une transformation numérique, c'est 3 choses. On touche une capacité d'affaires ou plusieurs capacités d'affaires. Une capacité d'affaires, c'est people, process and technology. Il faut mettre les 3 choses ensemble. Le rôle du CIO, c'est un facilitateur pour s'assurer que les 3 volets sont touchés. Mais comme champion ou comme sponsor, il faut s'assurer que les volets humains, les volets processus et technologiques sont bien couverts par notre chantier de transformation. C'est un peu comme, si je fais une analogie, j'aime ça faire des analogies, là, c'est comme le capitaine d'un bateau à voile. C'est pas lui qui tourne la voile. Là. Ça prend des gens qui tournent les voiles, ça prend des gens qui vont serrer des cordes. Et on le voit un petit peu. Là. Donc, c'est un peu ça le défi. Là. Puis souvent, il y a la vieille mentalité, là, l'équipe TI puis l'équipe opérationnelle, là, ça se parle pas. Il faut casser ces schèmes-là si on veut être capable de faire la transformation numérique. C'est ce que j'entends. Exact. OK. Ben, moi, je serais vraiment curieux de t'entendre.
moi, je vois quand même le bagage que tu as, puis l'écosystème, puis même, tu sais, j'entends, toi, par rapport des clients et tout, là, tu sais, je pense que vous allez faire un bon service aussi, là. Tu sais, il y a plein de tendances qui arrivent dans le marché, là. Tu sais, il y a les objets connectés, il y a l'intelligence artificielle, l'interopérabilité, tu sais, souvent qui est attachée au BI après et tout, même à l'exécution automatisée, mais est-ce qu'il y a des... En fait, j'aimerais entendre ta perception par rapport à est-ce que le marché présentement est prêt à recevoir ce type de technologie-là? Puis c'est quoi les angles morts peut-être que quand les gens arrivent dans ces projets-là, ils considèrent pas ou, tu sais, vu justement que ce que tu sais pas, tu peux pas savoir que tu le sais pas dans la vie, là, mais est-ce que tu vois des enjeux ou des... Tu sais, j'aimerais peut-être, je te laisse le sujet ouvert, mais j'aimerais ça t'entendre, parce que ça va vite. Tu sais, si on recale entre, mettons, 2005 et 2010, c'était l'arrivée là, tu sais, des ERP, puis des MRP, WMS, le cloud, c'était le fun. Là, il est arrivé comme une autre tangente depuis 2017-2018 qui est vraiment comme la connectivité, l'interopérabilité, le cloud accessible, la démocratisation. J'aimerais ça t'entendre. Est-ce que même tu peux partir encore plus loin que moi, là, mais puis tu me l'as fait l'autre fois avec. Je sais pas comment tu vas faire là avec cette question-là, mais je te laisse échanger. On avait un long souper à ce moment-là. En fait, peut-être ce qui a été transformant récemment, c'est Industrie 4.0. Là, on entend parler d'Industrie 5.0. Mais si je reviens à Industrie 4.0, c'est d'une part l'accessibilité à plein de technologies qui permettent d'interconnecter les systèmes à des prix abordables. Donc, ça a été vraiment le démarrage de ça. Donc, les Allemands ont été vraiment solides à structurer des programmes d'Industrie 4.0. Puis ici, on s'est inspiré de ça. Donc, ça l'a aidé à structurer ces initiatives-là. C'est sûr que chacune des technologies arrive avec des enjeux. Si on parle d'Internet des objets connectés, mais il y a des volets technologiques à bien comprendre, il y a des volets d'interopérabilité avec les machines, avec les humains à bien comprendre. C'est des choses qui sont spécifiques à ces technologies-là. Si on parle de cobots ou des robots collaboratifs, c'est d'autres éléments à bien comprendre. Donc, chaque technologie va venir avec des enjeux techniques, mais les gens peuvent se faire former sur ces technologies-là. Donc, plus récemment, c'est l'intelligence artificielle qui fait un gros boom. Tout ce qui est intelligence artificielle générative, donc les ChatGPT de ce monde-là, permettent de voir tout le potentiel. Puis là, les gens se réveillent par ce grand potentiel-là, puis ça accélère encore le mouvement. Moi, j'ai un client où le PDG a lancé un user group pour forcer un peu ses dirigeants, ses lieutenants dans son comité de gestion, à tester ChatGPT. Et je trouve que c'est une superbe initiative parce que quand les dirigeants de chaque département commencent à tester ce qu'ils peuvent faire avec cette technologie-là, ils découvrent un ensemble de choses fantastiques, puis ça fait aller l'imagination sur d'autres chantiers d'intelligence artificielle. Donc, on voit, en tout cas, ce volet-là de l'intelligence artificielle est en train d'accélérer beaucoup les changements. Tu sais, blague à part, là, j'ai un frère qui est 10 ans plus vieux que moi, puis c'est un journaliste, là, sans le nommer. Là. Il va se reconnaître. Né deux. Puis, tu sais, j'ai eu la discussion avec lui là, dans un spa en faisant du ski il y a 2 semaines, là, puis on parlait de ça. Puis là, j'expliquais, tu sais, moi, quand je fais des soumissions maintenant, ben, tu sais, je restructure mes textes, puis ça m'aide, puis ça me donne des idées, mais tu sais, ça reste que c'est moi qui ai l'intelligence en arrière de ChatGPT, mais il me permet de générer du texte. Tu sais. Puis lui, il écrit encore ses articles à mitaine. Il ne veut pas utiliser ChatGPT. Ces gens autour de lui ne veulent pas utiliser ChatGPT. Non seulement, il m'a même confié, là, il ne m'aimera pas, là, qu'il y a quelqu'un dans son organisation, un stagiaire, qui a utilisé ChatGPT, puis l'article était tellement mauvais. Là, mais tu sais, on est vraiment là, comme même pas. On est encore dans le déni là, de ça. Là. Mais tu sais, je pense qu'il y a des industries, là, on parle de manufacture aujourd'hui, qui ont vraiment une réticence face à ça, mais c'est sûr que les manufacturiers ne voient pas encore toute l'opportunité qu'il y a d'utiliser ChatGPT, puis en réalité, il y en a une énorme, là, c'est juste qu'on ne le voit pas. Là. Puis je vais donner un exemple, parce que je ne t'enverrai pas la balle puis le fardeau parce que tu n'avais pas préparé à ma question, mais dernièrement, j'ai vu des entreprises qui utilisent les guides d'employés, les guides d'assurance, les politiques d'entreprise conversationnelles maintenant. Puis c'est pas des gros mandats, mais exemple, il me reste-tu des vacances? Au lieu de passer dans un fichier Excel ou essayer de trouver ceux qui sont bien structurés, peut demander directement, je pense qu'il s'appelait Hector, là, ils lui ont redonné un nom. Il demandait, il me reste combien de vacances? Puis Colin était capable de savoir, il te reste 8 jours. C'est des petits outils, des fois, qu'on voit arriver dans des manufacturiers de 50, 60, 100 employés. Puis c'est sûr qu'à 4 employés, je vais te dire que peut-être que le mandat n'est pas valide, ça coûte quand même des sous. Là. Mais non, c'est une belle évolution. Puis j'aurais une autre question. Puis j'aimerais savoir ta perception.
on arrive dans des mandats des fois qu'il y a des manufacturiers qui veulent, mettons, connecter leur machine, puis sont comme pressés à aller vers l'interopérabilité et tout et tout. Combien de fois que ça t'est arrivé, là, ou en pourcentage, que l'entreprise était vraiment rendue là, puis tu t'es dit, t'as raison, c'est un projet prioritaire. Je serais curieux de t'entendre. C'est sûr qu'il faut avoir une bonne vue d'ensemble de l'organisation pour pouvoir dire oui, c'est la bonne initiative. Et un plan numérique nous permet justement d'identifier l'ensemble des projets puis de les prioriser par rapport à la valeur que ça peut rapporter à l'organisation et à la facilité de le livrer. Puis de pouvoir peut-être identifier des initiatives rapides, des quick wins qui vont dire, ben regarde, ça c'est une priorité, il y a un gain rapide à aller chercher, versus d'autres initiatives où il y a des très grandes valeurs à faire ce chantier de transformation-là, mais avec des efforts plus importants. Fait qu'il faut vraiment balancer tout ça. Par contre, je suis de l'approche où il faut générer des bénéfices rapidement sur des petites initiatives. Donc, commencer par des petits projets, c'est une bonne façon de créer un momentum puis de créer de la formation au sein de l'entreprise, augmenter la maturité sur un domaine particulier, créer un succès. Je pense que c'est bien important. Donc, des fois, moi, je suis pour, si ton intuition te dit que c'est une bonne chose comme gestionnaire, Innovation. go. Ouais. Bouge. Ouais. T'as pas le choix non plus. Puis, j'avoue que, tu sais, on a Essar, Pécan qui permet de faire des diagnostics numériques. On avait les projets d'intégration qui étaient avec Essar, justement, qui permettaient justement d'intégrer un logiciel. Là, aujourd'hui, on a le CIPEM qui permet de faire le pont entre, justement, de l'interopérabilité entre systèmes, que ce soit machine ou entre logiciels. Mm-hmm. Il couvre aussi la main-d'œuvre interne, puis un pourcentage vraiment, on pourra le mettre en annexe aussi, là, il couvre encore plus large que les autres programmes. Fait qu'on a tous les bons outils, je pense, en place présentement, même s'il y a des programmes en pause, là, mais d'après moi, ils vont revenir, les programmes, d'un point de vue. Je serais curieux de t'entendre, si on pouvait poser une question au ministre de l'Économie, là, sans nommer de nom, là, c'est qui le ministre de l'Économie, quoi que ce soit, y a-t-il une question que tu aimerais y poser ou une recommandation? Puis, vas-y, là, le lousse, là, mets-toi pas le pied dans la boîte non plus. Là. Mais, je veux dire, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser sur l'alignement ou sur les programmes ou que. Y a-t-il une recommandation, quelque chose qui te vient en tête? Il me semble ça, il y a encore un trou où le SPEM vient de compléter à 360 ce qui manquait dans le marché. T'sais. Puis moi, en tant que Ghislain a déjà d'autres idées. Là, je vais te laisser y aller. Bien, ce que je trouve intéressant du programme SPEM, c'est qu'il vient complémenter d'autres programmes qui existent depuis quelques années déjà. Puis il est vraiment pertinent parce que ce qu'on voit quand on fait un plan numérique, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entreprises vont avoir des projets de sélection de logiciels, c'est une chose. Puis il y a des programmes qui viennent bien appuyer ces sélections de logiciels. Mais les logiciels qu'on acquiert, il faut les connecter à d'autres systèmes. Si on parle juste du chantier sur la valorisation des données, c'est un chantier qu'on voit à peu près 40-50% de nos clients, ça devient une priorité, la valorisation des données. Mais la valorisation de données, c'est la création de ce qu'on appelle le business intelligence, là, la création de data mart, la création d'interfaces sur des systèmes existants pour créer un lac de données, pour pouvoir l'exploiter avec des dashboards, etc. Mais ça, c'est un élément qui est fantastique du côté SPEM parce que vous venez complémenter cet élément de développement custom et d'interopérabilité que d'autres programmes ne font pas. C'est sûr qu'il faut faire attention aussi, puis l'inclure dans les chantiers plutôt dans les cahiers des charges, c'est d'évaluer la maturité d'une organisation. Il y a des organisations qui ne sont pas prêtes à développer. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'identifier les éléments de meilleure pratique en termes de processus de développement, d'environnement de développement pour s'assurer que le projet ne soit pas un échec. Donc ça, il faut le voir en amont du projet, mais ça fait partie du programme SPEM, puis je trouve ça très intéressant. Exactement. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas, si vous allez sur le site de Prompt, vous allez trouver de l'information sur le programme SPEM, mais vous n'aurez pas de formulaire en ligne. L'expérience client était vraiment importante pour moi parce que pour avoir parlé comme avoir été entrepreneur, travailler dans des projets d'entreprise, j'ai passé des heures à remplir et dépenser la paperasse. Là, puis là, finalement, je ne suis pas admissible. Donc, le premier travail qu'on fait à la première ligne, c'est de dire, vous êtes rendu où? Vous avez utilisé quoi comme aide? Puis là, si on voit que l'entreprise n'est pas capable de répondre à une question, as-tu un flux de données et un cas d'usage qui démontre qu'il y a un enjeu technologique, puis qu'il y a une incertitude à faire, puis que là, il y a de la R&D à faire, parce que nous, on finance la R&D numérique. Si le client dit, je ne le sais pas, là, attends un petit peu, tu es dans quelle région? Puis là, on le renvoie vers les partenaires, puis il y a les programmes qui existent, il y a le transnumérique aussi qui est disponible. Là, c'est plus dans l'architecture du projet, là. Mais parce que nous, même si on appelle ça un cahier technologique, c'est une analyse d'affaires pour dire,
je suis en bonne position de faire un projet? Je me mets-tu en risque? Hein? On veut diminuer le risque. Dans le fond, l'objectif, c'est de diminuer le risque. Parce que même si vous faites tout ça, puis que vous avez même accès à un financement, le rôle, nous, on gère des taxes à toi, les taxes de tous les payeurs. Puis on veut s'assurer que ce soit un bon projet. Puis on ne va pas, même si on finance de 30 à 50 de la réalisation de projet, puis qui peut être additionné jusqu'à du fédéral là, à sur les 15 il ne faut pas que l'entreprise, ce soit un trou sans fond. Puis dans des projets de 600 000 à 1 million de valeur, c'est pas des projets trop gros pour commencer à faire un projet puis voir s'il y a des gains. Hein, on en a 4 projets. Là. En général, là, les gens vont aller chercher, ils me disent, on a fait un plan de transition numérique, on a parti un projet, on a acquis, on a une cible d'aller chercher 20 de productivité, mais le projet d'interopérabilité ou le projet de validation de données va nous permettre d'aller chercher 50 de ce gain-là. Si on ne l'a pas, on n'atteindra pas notre 20 Et là, on a une justification valable. Puis là, l'analyse qu'on fait aussi par les évaluateurs, c'est de dire, est-ce que tu as les bons partenaires? Est-ce qu'on a sous-estimé certains angles? Est-ce qu'on a pris la technologie qui va nous permettre d'être pérenne dans le temps? Parce qu'il y a d'évolution et de démocratisation. Puis est-ce qu'on a peut-être surestimé ou sous-estimé certains coûts? On mieux de le savoir avant que de le savoir après. Fait que oui, le programme, on l'a désigné comme ça. Puis avec l'expertise que tu as, toi, avec les 50 experts qui font les cahiers de charges, qui viennent de différentes organisations de façon neutre, ils vont s'assurer de vous dire, passez pas par New York pour aller de Montréal à Québec. Intéressant. Puis de l'autre côté, si j'ajoute à tout ce programme-là, Alain, moi, si je me souviens bien, toi, tu es un skieur, hein? Oui. Je te sors complètement du sujet. Hein? Tu fais du ski beaucoup. Hein? Puis on fait du ski les trois ensemble. Là. On monte dans le télésiège. Puis là, finalement, Ghislain, il fouille dans ses poches parce qu'il a froid, il veut pour chauffer ses gants. Puis il trouve une baguette magique. Puis Ghislain, il est vraiment gentil. Fait qu'il m'a donne. Puis moi, aussi, je suis généreux, je vais la donner à Alain. Là, toi, tu peux pas la donner parce que t'es le troisième. Tu as le droit de la garder. Si tu avais un peu à faire pour Efficio dans les 5 prochaines années, pour ton organisation, ça fait quand même plusieurs années que tu as monté ça. Tu as eu des partenaires, il y a eu des hauts, des bas. Je pense que les gens connaissent l'histoire aussi d'Efficio. Qu'est-ce que tu ferais avec cette baguette-là pour Efficio dans les prochaines années? Oh, là, c'est une question. Elle est partie de loin. Ouais. Il y a des réponses personnelles et des réponses plus officielles. Vas-y avec Efficio. Laisse faire l'entrepreneur en arrière, je pense. Vas-y, Efficio, où ça s'en va dans les prochaines années? Je pense que Efficio, à la base, on veut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Ça, c'est à la base. Tous nos CIO, on leur trouve des mandats qui les passionnent, qui sont plaisants pour eux. Et ça, je pense que c'est la mission première, c'est d'avoir du plaisir puis de générer de la valeur à nos clients. Fait que tant qu'on fait ça, on va être content. Fait que tu peux dropper le mic, dire, j'ai répondu avec grandiose. Y a-t-il une question qu'on aurait dû te poser aujourd'hui que moi, Ghislain, on ne t'a pas posé? Parce que ça va vite quand même, le temps avance, puis on pourrait en jaser pendant des heures, mais y a-t-il quelque chose que tu dis, me semble, les gars, vous l'avez manqué celle-là, puis j'aimerais ça m'en faire poser? Vous avez couvert beaucoup de choses. En lien avec le CIPEM, je pense que c'est pas mal clair. C'est plus toi qui pourrais répondre à ça. En termes de la transformation numérique, je pense que les volets qu'il faut pas lâcher, le People, Process and Technology, sur ces volets-là, il faut pas lâcher le morceau. Le volet tout ce qui est aspect humain dans les transformations numériques est quelque chose d'important. Donc, nous, on a des partenaires qui sont spécialisés en gestion de changement parce que c'est pas notre expertise, mais on est conscient de ces éléments-là. Donc, ne pas sous-estimer les éléments humains dans les transformations numériques. Au niveau des processus, souvent, les gens disent il faut optimiser avant d'automatiser. Moi, j'ai une pensée un peu différente là-dessus, c'est qu'un processus, ça s'optimise en termes d'efficacité, efficience et agilité. En efficacité, il faut le faire avant l'automatisation. Est-ce que je travaille sur la bonne chose? Est-ce que les livrables que je fais sont pertinents, répondent à ma mission, créer de la valeur? Avant de commencer à l'automatiser, je vais peut-être l'éliminer. Puis après ça, lorsque j'ai un nouveau système qui soit développé ou qui soit acquis, je vais en profiter pour optimiser mon processus en termes d'efficience, donc le comment de mon processus, mais aussi l'agilité, la rapidité de mon processus grâce à la technologie. Donc le logiciel, il faut s'en inspirer en termes de meilleures pratiques pour améliorer nos façons de faire. Puis il faut se coller au logiciel au maximum. Donc vraiment, l'optimisation de processus joue un rôle majeur dans la transformation numérique. Puis après ça, la technologie, c'est une question de formation, posséder les connaissances qu'il faut pour pouvoir intégrer cette technologie-là.
Et intégrer à long terme, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une bonne compréhension aussi au niveau des effets sur les coûts de maintenance futurs, mon coût total de propriété à long terme, est-ce que je le possède bien, est-ce que je le comprends bien? C'est à évaluer dans les différents projets technologiques. Fait que je te poserai pas la question parce que tu as déjà bien répondu. C'est parfait. Hey, tu sais, il y a un petit feu en arrière, le concept, là. Il y a un feu, puis tu as encore toute la passion qui brûle en toi, là. Puis c'est le fun, là, tu sais, après toutes ces années-là, après tous les clients, puis toutes les épreuves que tu as passées. Y a-tu un conférencier, un livre que tu prends? Tu sais, tu dis ça, là, dans les derniers 5 ans, je l'ai lu, là, puis je le recommande à tout le monde qui fait de la transformation numérique ou même du changement organisationnel, mais ça t'a inspiré, puis ça, je le recommande. J'en ai pas vraiment un qui me vient. Ouais. Ben, Ça peut oui, être un conférencier, même une chanson. oui, j'en ai un, mais il n'est pas en technologie. Parce que là, j'accompagne une C'est pas grave. entreprise dans le domaine de la réalité augmentée. Oh. Puis, le volet de la commercialisation est important. Puis, je vais en profiter pour faire peut-être une parenthèse sur la réalité augmentée. C'est que le livre, c'est Jeffrey Moore, Crossing the Cloud Chasm. Ça fait longtemps que ça existe, ce livre-là. Mais c'est un livre qui permet d'anticiper la commercialisation d'une technologie innovante dans un marché où il y a des innovants. Il y a des conservateurs, il y a des laggers. Donc, Jeffrey Moore est venu un peu expliquer les différents personas par rapport à des technologies innovantes, puis comment on adresse ces marchés-là quand on a une technologie innovante. Donc, puis en réalité augmentée, c'est quand même assez nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui résistent ou qui disent bah, ça c'est bon pour de la science-fiction. Mais il y a des cas d'utilisation en manufacturier principalement qui sont assez fantastiques en termes d'attraction de la main-d'œuvre, en termes de transfert de connaissances. On a des problématiques de gens qui s'en vont à la retraite. Donc, on a un client, là, le nouveau vice-président d'opération s'est aperçu que 46% de sa main-d'œuvre va se prendre sa retraite d'ici 2026. C'est demain, ça. Okay? Puis, donc, tout le transfert de connaissances, comment je fais pour prendre cette connaissance-là, l'encapsuler dans des capsules de formation en réalité augmentée, puis d'aider les nouveaux travailleurs à apprendre les procédures opérationnelles. Donc, ça, c'est des choses qui se peuvent, mais toute la notion de trouver un bon leader qui est innovant, VP opération, qui croit à ça, puis qui communique bien son intention, puis qui met en place ces technologies-là, ben c'est pas juste la technologie. Encore, on revient à People, Process and Technology, parce que le process, ce sont les procédures opérationnelles d'assemblage. Comment on les adapte, comment on peut les améliorer aussi. Ces technologies-là permettent de mesurer des temps de cycle sur chacune des opérations, puis d'être capable d'identifier qu'il y a des actions à valeur non ajoutée qu'on est capable de couper avec cette technologie-là. Donc, ça rentre dans le People, Process and Technology. Ça prend des gens qui le réfléchissent, comment l'intégrer dans le milieu du travail réel et non juste dans les laboratoires. Là, puis c'est faut y aller étape par étape, département par département. Puis souvent, là, c'est dans le contrôle qualité qu'on va. Maintenant, il y a des organisations qui ils vont installer le fil, puis ils font le contrôle qualité en même temps parce que la réalité augmentée va valider qu'elle est bien installée en même temps. Fait qu'on fait une pierre deux coups, on forme notre personnel, puis en plus, on fait le contrôle qualité en même temps. Ça, c'est un gros gain. Puis aussi, des fois, dans certains secteurs, construction ou même, sur tout ce qui est production sur mesure, ben il y a un changement de plan. Il y a un changement de pièce. Mais la réalité augmentée va dire « Hey, oh, t'as pas la bonne pièce. » Il y a beaucoup d'aide, mais il faut prendre un cas pour le faire valoir à l'entreprise. Puis après ça, on va dire « Ah, là, on va voir. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? » Tout à fait. La notion d'un projet pilote est vraiment appropriée pour ce type de technologie-là. Il faut apprendre à s'en servir. Le projet pilote va nous donner un ensemble d'apprentissages à ne pas sous-estimer pour les prochaines procédures qu'on va vouloir déployer. Donc, oui, puis ça fait partie des projets admissibles au CIPEM. Oui. Puis quand on parle des dépenses admissibles, on sait quand même qu'une lunette de réalité augmentée, c'est 5 000 $. Ben, ça fait partie des dépenses admissibles. Donc, c'est vraiment... Ça, je ne le savais pas. C'est bon, hein? Tu sais? Fait que tout ce qui est 20% de la valeur du projet, c'est la technologie nécessaire à la réalisation du projet. Donc, si on parle de capteurs, si on parle de caméras de vision, si on parle de lunettes augmentées, ben, c'est dans l'objectif de faire un projet de productivité, hein, on en parle. Ben, souvent, là, c'est des petits détails comme ça qui pourraient faciliter des entreprises. Fait que si vous avez ce genre de besoin-là, ben, Alain peut vous donner parce qu'il y a déjà de l'expérience, puis il y a d'autres partenaires, mais c'est à considérer parce que souvent, ça peut être un frein. Okay. Si on t'invite l'année prochaine, Alain, peut-être dans 6 mois, c'est pas obligé d'être l'année prochaine, à venir ici, soit un de tes CEO ou toi avec un client, présenter un projet ou qui ont parti d'un cahier de charge avec la réalisation, ou tu sais, est-ce que tu serais ouvert à venir partager un cas pratique? Je pense que Ghislain aussi serait ouvert à ce qu'on présente des cas pratiques. Ça serait vraiment intéressant. Ensemble, oui.
Merci d'être venu avec nous aujourd'hui, Alain. On pourrait en parler longtemps. Moi, j'apprécie le personnage aussi en dehors de l'entreprise. Ghislain, merci aussi pour la co-animation. La semaine prochaine, on rencontre Marguerite ensemble de Robomatic. Tu connaissais, Oui. je le connais pas, moi, c'est drôle, c'est rare. Là, comme toi, je connaissais François Blackburn aussi la semaine dernière, mais je suis vraiment content de le rencontrer. Puis merci aujourd'hui d'être venu sur le partenariat entre Prompt, CIPEM et la chaise bleue, en espérant qu'on te voit d'ici les prochains mois. Merci. Bonne Merci, journée, Alain. tout le monde. Merci. Merci.